qui rentre, s'il te plaît. Donc nous allons voir aujourd'hui les nouveautés. Il n'y a pas fondamentalement énormément de nouveautés. Ça reste une migration assez simple qui, pour vous, ne changera pas en termes d'usage du quotidien, d'esthétique, de menu ou des choses comme ça. Mais il y a un certain nombre de petits plus qui peuvent être intéressants, certains qui pourront être paramétrés par la suite, fonction de l'intérêt que vous pourrez avoir par rapport à ces nouveautés. Et puis je ferai aussi des rappels sur ce qui est mode de facturation directe et puis tout ce qui tourne autour de la démat en fin de présentation. Un petit rappel donc sur la migration. Donc on fera la coupure vendredi à partir de 17 h. Vous n'aurez donc aucun accès du week-end à l'application. L'accès sera rendu au plus tard lundi matin. Bien évidemment, si l'accès est disponible dès dimanche dans la journée, fonction de l'avancement et des tests, il sera rendu. Dans tous les cas, un email sera envoyé à chacun pour préciser que l'application est remise en ligne. Donc ça ne sert à rien de vous connecter avant que vous avez l'email, avant d'avoir l'email. Concrètement, de toute façon, avant dimanche midi, ça ne servira pas de se connecter parce qu'on connaît le timing nécessaire et on en a au minimum pour toute la journée de samedi plus la matinée de dimanche. Pas de changement au niveau des codes utilisateurs mot de passe, ça, pas de changement de ce côté-là, et pas de modification des données. On fait des évolutions de version, on fait des changements de programme, mais les données ne sont pas touchées. Ce qui était présent avant est présent après. Ça ne crée rien, ça ne corrige rien, hein. J'insiste bien là-dessus. Pas de changement au niveau des données. Donc ce qui est important, c'est de bien quitter dans les temps vendredi à 17 h, de ne pas lancer d'impression ou de facturation à 16 h 50. On fera de toute manière une coupure brute quelques minutes après 17 h, parce que sinon on sait qu'il y aura encore du monde à 20 h. Donc il y aura différents rappels, comme d'habitude, puis une coupure brute à 17 h plus quelques minutes. Quelques mots juste concernant la migration. Donc c'est quelque chose que l'on fait une fois par an. On n'en a pas fait l'année dernière parce qu'on était en période d'appel d'offres, hein, étant quand on était en période d'appel d'offres et qu'il n'y avait pas de décision sur le futur logiciel, on n'a pas souhaité passer du temps à faire des évolutions, éventuellement si on changeait de logiciel. Donc là, on va passer d'une version 10.4 à une version 10.7. C'est un très gros travail, hein, qui est mené en interne, d'où le fait qu'on ne le fait qu'une fois par an, contrairement aux sprints que l'on fait 2, 3, 4 fois dans l'année, qui sont des adaptations sur la version en cours. Là, on est vraiment sur des changements de version. Donc, c'est plus d'une centaine d'heures de travail technique, c'est plus de 60 heures de travail au global, et c'est un testing qui a été fait aussi par différents utilisateurs du réseau, hein. La partie test et migration n'est pas faite que par l'équipe informatique. On a plus d'une dizaine de personnes qui ont fait différents tests sur l'outil. Ça se voit pas, mais sous le capot, il y a des centaines de petites fonctions qui ont été modifiées. C'est des évolutions du langage qui sont faites par l'éditeur et que l'on doit réadapter dans nos développements particuliers. 300 points de passer en revue, et puis plus de 50, voire même peut-être 60 aux dernières modifications ont été demandées en termes de futures améliorations. Donc on fera un point après la migration avec le groupe de référents pour voir parmi ces demandes d'amélioration ou de modification ce que l'on décide de faire de manière plus ou moins urgente. Donc en termes de nouveautés, on va déjà voir quelques points sur la partie achat-vente. Alors, sur la partie achat-vente, une des premières nouveautés, qui est une nouveauté standard, hein, qui est intégrée par l'éditeur d'Ivalto, c'est ce qu'on appelle la fiche 360. La fiche 360, elle est disponible sur les articles, sur les clients et sur les fournisseurs. Elle est personnalisable, on va voir. Le but, c'est d'avoir un concentré des informations concernant le tiers ou l'article. D'avoir un concentré d'informations
qui peuvent être paramétrables, de chiffre d'affaires, des graphiques d'encours, d'état des règlements, des contacts, de listes de pièces, voilà, un certain nombre d'informations qui peuvent être intéressantes. Donc sur un client, voire sur un fournisseur, je dis voir parce que à partir du moment où la plupart des données fournisseurs chez nous sont saisies directement en comptabilité, ça a peut-être un petit peu moins d'intérêt et il y a un petit peu moins de données. Donc plutôt côté adhérent ou côté article. Ça se présente comment? Hop, si je bascule de l'autre côté, dans les fiches adhérents ou donc les fiches articles, vous aurez présent ici un bouton pour accéder à cette fiche. Donc ici, fiche client 360. Ce bouton va ouvrir cette fiche qui, de base, voilà, va présenter des informations globales sur l'adhérent, des rappels sur quelques informations donc, que l'on retrouve dans la fiche adhérent, des grands chiffres. Alors ici, je suis sur un adhérent qui n'a pas forcément beaucoup de chiffres, mais des grands chiffres, par exemple ici, combien j'ai de BL, combien j'ai de factures, les montants, les dates de dernière facture. C'est des choses qui peuvent être paramétrées. À chaque fois, on a ici des 3 petits points. Voilà, j'ai 3 petits points. Je peux entrer dans le détail. Je peux même d'ailleurs ici directement faire une saisie. Et puis des graphiques qui peuvent être affichés. Ici, par exemple, un graphique de chiffre d'affaires, un graphique d'encours comptable. Alors lui, il n'a pas de règlement, mais un graphique d'encours règlement. Ces graphiques, ils peuvent également être paramétrés. Voilà, j'ai accès à un certain nombre de graphiques. Alors c'est une fiche standard, donc il y a des données qui ne nous concernent pas forcément directement. Les ordres de fabrication ne vont pas nous concerner, on ne fait pas de fabrication dans le réseau. Mais voilà, je pourrais sur un article choisir plutôt des radars quantité. Alors les radars, je ne sais pas si vous voyez, c'est ces graphiques un peu en forme de toile d'araignée qui permettent de présenter des informations. Donc voilà, je peux choisir d'afficher plus ou moins tel ou tel graphique. Et là encore, j'ai 3 petits points qui me permettent de passer. Ici, c'est de l'encours comptable, ben, hop, directement de basculer sur l'extrait de compte ou de l'afficher en mode play d'écran. Ici, j'ai un graphique de chiffre d'affaires, je peux l'afficher en plein écran, je peux accéder à des options ou consulter les statistiques. En dessous, des tableaux. Alors la partie événements CRM, on ne s'en sert pas directement, mais liste de contacts ou liste d'adresses, accéder également aux contacts. Et puis ici, le choix de liste de pièces. Alors là, c'est les devis, ça pourrait être d'autres types de pièces et également afficher la liste des en-têtes. Voilà, avoir à l'usage, c'est pas peut-être quelque chose qui intéresse directement tel que sur l'adhérent d'un dossier Documa. Ça va peut-être plus vous intéresser pour ceux qui utilisent MyCuma Compta sur les dossiers structure, les dossiers de fédération, les dossiers d'AGC, pour regarder la fiche client de l'ACUMA et voir des états des lieux, des états statistiques, voilà, à voir à l'usage. Aujourd'hui, cette fiche, elle est livrée 100% standard, donc vous y retrouverez pas, par exemple, un graphique capital social. Mais c'est des choses sur lesquelles on pourrait réfléchir. Donc elle est livrée 100% standard. On attend, comme tout standard qui est livré tel que, voilà, des retours, des avis, des demandes de compléments, voilà, des remarques hein, à l'usage pour voilà, éventuellement les remonter à l'éditeur si ça concerne des ajouts du standard ou voir si nous on peut y faire des compléments si ça concerne des compléments des flux qui sont spécifiques au réseau. Je citais par exemple le capital social ou je sais pas moi des données d'emprunt. Enfin voilà, on peut réfléchir à tout un tas de, euh, de choses. Donc accessible par le bouton ici fiche client, fiche fournisseur ou fiche article 360 ou directement dans la partie table et paramétrage, il y a un menu qui permet d'accéder à ces 3 fiches. Il peut y avoir un petit temps de chargement hein, lorsque vous ouvrez cette fiche parce que vous voyez bien tout ce que ça va chercher. Ça va chercher des données comptables, ça va chercher des données de gestion commerciale, ça va chercher des listes, ça va faire des calculs. Donc c'est quand même entre guillemets un gros programme statistique qui s'ouvre, donc il peut y avoir un petit temps d'ouverture. C'est pas juste l'ouverture d'une fiche adhérent ou d'une fiche article, hein. Ça va quand même construire et charger quelques données avant de s'ouvrir. Donc voilà, une des premières nouveautés concernant la partie adhérent et article.
Une autre petite nouveauté rapide, et j'y reviendrai quand on parlera du pack prélèvement en fin de présentation, qui concerne les mandats. Donc c'est pour les mandats de prélèvement, pour les CUMA ou les structures qui pratiquent le prélèvement. On a historiquement accès à côté du bouton RIB au bouton mandat qui permet d'ouvrir la fiche mandat. Et la petite disquette permettait d'imprimer un mandat. Aujourd'hui, à côté de la petite disquette, il y a un deuxième bouton, un bouton imprimante, qui va permettre d'imprimer 2 exemplaires du mandat avec une petite mention, exemplaire débiteur à conserver, exemplaire créancier à retourner après signature. Donc 2 exemplaires d'un coup avec cette petite mention. Ça nous a été demandé par les personnes qui utilisent cette partie mandat, voilà, pour éviter à chaque fois de faire 2 impressions et de les modifier. Voilà, un petit ajout simple pour les personnes qui gèrent les mandats. Pour rappel, si je bascule, alors je ne sais plus si lui il a un mandat, mais peu importe, au pire, je peux en créer un rapidement. Mandat 1, tac. Est-ce qu'il a un RIB? On va aller lui prendre un RIB basique. On va lui dire qu'il a signé aujourd'hui. Une rhume, hop, entrée. Tac, on va modifier ça pour pouvoir vous montrer. Tac, c'est un IBAN. SR76, tac. Donc c'est un format de mandat directement pré-rempli qui va reprendre les données de la société, la référence du mandat, du texte, référence du client, zone de signature et qui peut être envoyé. Donc si vous faites du prélèvement ou autre chose, vous pouvez directement générer le mandat à signer à partir d'ici. Dans les évolutions futures, vous pourrez le faire signer numériquement à partir d'ici. Je reviendrai un peu plus tard sur la partie pack prélèvement. Donc voilà, une petite nouveauté. Ensuite, autre nouveauté intéressante, c'est la liaison à la base Sirène Infogreffe. Donc ça, c'est une nouveauté standard intégrée par l'éditeur Divalto. Alors c'est un accès à la base de données partie gratuite de la zone infogreffe, donc on ne va pas récupérer 100% des données de ce que l'on pourrait récupérer sur l'infogreffe, puisqu'un certain nombre de données sont payantes. Là on est dans la partie gratuite. Ça a comme intérêt de récupérer quelques informations, le SIRET et des informations d'adresse qui peuvent être rapatriées pour créer directement un nouvel adhérent. Alors, on parle bien là de création d'un nouvel adhérent, pas ceux qui seraient déjà créés et que l'on pourrait rapatrier depuis la mutualisation et le petit pop-up qui vous demande d'afficher les contacts fédération. Alors, comment ça fonctionne? Lorsque l'on est en création d'adhérents, ou de fournisseurs d'ailleurs, on a ici un petit bouton Recherche sirène. Si je clique sur le bouton, ça va m'appeler ici un programme qui va pouvoir aller interroger la base sirène. CUMA numérique, entrée. Si je tape un peu tout et n'importe quoi, CUMA numérique. Alors c'est très original parce que ça fonctionnait lors de la visio de la semaine dernière, j'ai pas fait une faute. Numérique France, ah oui, voilà. Ça marchera mieux comme ça. Voilà. Donc ça va interroger la base directe de l'infogreffe, fonction ici, donc la recherche par mots-clés, j'ai tapé le nom de la société et ça me rapatrie les données de la base infogreffe voilà, que je retrouve ici. À partir de là, j'ai possibilité d'appuyer ici sur le renvoi création du tiers, je valide. Je décide classiquement d'affecter mon code client de manière automatique. Bien évidemment, je ne vais pas le rechercher dans la partie contact de la fédération. Et donc ça m'a rapatrié ici un certain nombre d'informations, le nom, les données d'adresse, le SIRET. J'ai juste une petite adaptation ici à faire qui est de déplacer le SAS dans la partie titre, parce qu'au niveau de la base infogreffe, tout ça est globalisé dans un seul champ. Et voilà, à partir d'ici, j'ai directement les informations. Il y a un contrôle qui est fait. Ici, en l'occurrence, puisque j'ai un adhérent qui porte déjà
le même numéro de sirette, j'ai une petite alerte pour ne pas créer de doublon. Voilà, donc ça c'est une... Donc je vais faire échappe, ça m'évitera de créer un doublon dans ma base de test. Hop. Donc ça c'est une nouveauté du standard qui est accessible donc depuis le bouton ici recherche sirène en création de client. On peut faire une recherche ici par un sirette par un nom, renvoyer en création de tiers. Et il y a également un bouton d'accès, un programme d'accès directement ici au menu. Donc vous n'avez pas 100% des données, hein, comme je vous disais, c'est dans la partie gratuite de la base Infogreffe. Et voilà, on n'a pas accès à 100% des données dans cette partie gratuite de la partie Infogreffe. Ensuite, autre nouveauté qui est côté achat-vente, la grosse nouveauté de ce que l'on a retravaillé, c'est une modification ou un nouveau programme d'impression. Alors, tel que vous direz, ça ressemble 100% à l'ancien programme, c'est les mêmes écrans, certes, mais pas tout à fait. Donc on l'a refait et il a été réécrit en grande partie. Deux raisons. Une première partie pour améliorer le premier niveau du programme qui est donc de regarder, de lister toutes les factures qui sont à imprimer en fonction de la partie filtre qui est saisie ici. Avant, c'était écrit sur des anciennes techno et on a revu complètement la requête à ce niveau-là. Ça permet donc un traitement plus rapide de la liste des factures. Après, la partie impression, hein, elle dépend de tout un tas d'autres choses, mais cette partie-là, voilà, a été revue. Et c'est aussi nécessaire parce que c'est un programme qui était écrit dans des anciens langages et on se doit, nous, et on doit de toute façon au fur et à mesure réécrire les programmes qui sont dans des anciens langages avec les dernières technologies et derniers langages de l'éditeur. C'est aussi fait pour offrir plus de services autour de ce programme et on va les détailler. Euh, Par exemple, vous aurez en amont, avant d'imprimer, possibilité d'afficher une liste écran. Et ça sera un intérêt, vous verrez, parce que vous pourrez pointer la liste des factures que vous souhaitez imprimer. Et ça peut avoir un intérêt si vous souhaitez imprimer des factures qui ne se suivent pas. Et on a aussi ajouté des fonctionnalités de filtres complémentaires. Donc, par exemple, donc, cet affichage en mode tableau, donc ça je vous montrerai par la suite, et puis ça répond également à tout ce qui est standard aujourd'hui, c'est-à-dire de pouvoir afficher les impressions d'abord en mode tableau ou ensuite les impressions. On a ajouté une sécurité sur le renvoi en démat. Je constate régulièrement des déposes de démat de factures en doublon. Donc on a ajouté une option forcer le renvoi en démat, c'est-à-dire que les factures qui auraient déjà été déposées ne seront redéposées dans Indoc que si cette coche est déposée. Le but c'est d'éviter des doublons ou des renvois en démat par erreur. Et ensuite, on a ajouté un filtre complémentaire qui est un filtre sur le mode de règlement. L'idée, c'est de par exemple pouvoir imprimer toutes les factures qui sont concernées par un mode de règlement d'abord et toutes celles qui sont concernées par un autre mode de règlement ensuite. Le cas classique, c'est de pouvoir générer un texte qui est différent pour les gens qui seraient par exemple en mode de règlement prélèvement versus les gens qui sont en mode de règlement classique par chèque. On peut donc générer le texte et imprimer d'abord toutes celles qui sont en prélèvement, puis générer un autre texte et imprimer celles qui seraient en mode chèque, sans alors qu'on n'aurait pas généré les factures par ordre de mode de règlement. Ça permet aussi, en cas de fusion et de gestion de la démat avec fusion d'un document, de pouvoir fusionner un document qui serait différent en fonction du choix de prélèvement ou du choix d'un autre mode de règlement. Donc ça, c'est un nouveau filtre au niveau de l'impression. On pourrait en rajouter d'autres, bien évidemment, des filtres à ce niveau-là, s'il y a besoin de faire d'autres filtres, d'autres tris. C'est des choses sur lesquelles on est tout à fait ouvert, sur lesquelles faut nous faire des retours d'usage. Et enfin, au niveau de ce programme, donc vous allez voir, il y a un mode liste. Ce mode liste, il a été
et il est encore travaillé, on y fera des ajouts. Il a été pensé pour donner un petit peu plus d'informations. Par exemple, on a ici une colonne qui indique si la facture a déjà été imprimée, si on a bien la présence du fichier joint. Ça indique aussi si la facture a déjà été déposée en dématérialisation avec des infos sur le flux de démat. Et on va ajouter aussi la possibilité de remettre à jour directement les informations de démat sur les factures. Ça concerne les gens qui font des demandes de démat et qui font les factures avant que les paramétrages aient été initialisés. Derrière nous, on est obligé de réintervenir. On vous rendra la main sur cette partie. On a ajouté également une colonne contrôle. Alors aujourd'hui, il n'y en a pas de contrôle, mais c'est pour des évolutions qui sont prévues par la suite, des contrôles qui pourraient être intéressants de faire avant de déclencher l'impression. Alors ça fait un peu doublon aux contrôles qui peuvent être faits avant de faire la facture, mais on n'est jamais trop prudent avant d'envoyer les données en compta. Donc là également, on est preneur de retour. Si vous voyez des contrôles qui pourraient être intéressants d'être faits de manière technique avant d'imprimer les factures. Et puis comme je vous disais, je vais vous montrer le pointage ici, donc qui permet d'imprimer des factures, par exemple, qui ne se suivraient pas sans avoir besoin de fermer, rouvrir le programme d'impression. Hop, tac. Voilà. Donc l'écran de filtre en soi ne change pas beaucoup, à part un tout petit peu de mise, de repositionnement d'un certain nombre de tris et de filtres. Tac, afficher. Donc je demande ici l'affichage en tableau avant, ça c'est donc optionnel, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire. Et ici, voilà, il m'a affiché une liste des factures que je vais vouloir imprimer. Et ici, donc, je peux tout sélectionner, il n'y a pas de souci, hein, c'est le fonctionnement classique de ces programmes comme vous avez pour l'intégration des écritures d'emprunt ou comme vous avez pour la génération des factures. On peut tout sélectionner et imprimer, ou on peut donc imprimer sans afficher ce mode tableau par défaut, ou je peux ici décider voilà, de choisir d'imprimer telle ou telle facture ou de réimprimer telle ou telle facture qui, par exemple, ne se suivrait pas. Avant, j'avais besoin de lancer le programme de refermer, de rouvrir. Voilà, ici, j'ai possibilité de choisir les factures. Donc là, c'est de la réimpression que je souhaite imprimer ou pas. Donc je vais valider ou cliquer sur imprimer. Derrière, c'est l'impression classique, pas de changement de ce côté-là, hormis le fait que la réimpression sera très vraisemblablement plus rapide, ça vous le verrez à l'usage pour des questions techniques. Les factures que j'ai imprimées sortent directement de l'écran. Je peux revenir ici directement dans la zone de filtre et choisir par exemple de décocher le mode brouillon. Si j'ai imprimé des factures en brouillon et que maintenant je souhaite les imprimer en réel, hop voilà, je peux réafficher et choisir d'imprimer mes factures d'un seul coup en mode brouillon ou en mode réel. On n'a pas besoin de retourner directement au mode filtre. On peut tout à fait revenir ici et recharger, tac, et il va réafficher directement la liste. Donc voilà, fonctionnement classique de ces programmes. Je peux choisir de masquer ou pas la partie sélection. Je peux choisir ici un certain nombre de colonnes, le CTRL F pour faire des recherches. Et alors cette liste de base ne s'imprime pas, c'est un peu incongru d'imprimer une liste des factures à imprimer, mais bon, ça pourrait. Et je peux par CTRL R, hein, les raccourcis classiques de ces programmes, en sortir directement une liste sur Excel. Voilà sur ce programme. On travaille, alors ça sera vraisemblablement pas livré pour le moment tout de suite et donc vous ne verrez pas la coche. On travaille à pouvoir déclencher tout de suite après l'impression, l'intégration en comptabilité, c'est-à-dire d'enchaîner la facturation qui vous demande ensuite, si vous voulez imprimer, ça vous ouvre le programme d'impression qui derrière vous permettrait, si vous avez imprimé en mode définitif, d'enchaîner tout de suite l'intégration en comptabilité. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Il y a des petites subtilités pour piloter ça de manière automatique, donc on ne l'aura pas tout de suite dès la mise à jour, mais voilà, les coches sont prévues, donc ou on le mettra à jour directement au prochain sprint, ou on le mettra à jour courant de l'été, mais voilà, les coches sont prévues, vous ne les verrez pas parce qu'on travaille encore dessus, mais ça va nous permettre de tester directement ces informations. Pour ceux qui font de la démat, vous voyez ici que vous aurez dans la colonne dématérialisation directement l'information du type de démat qui est concerné pour cette facture.
Donc globalement, le fonctionnement est à peu près le même pour vous. À noter que si vous voulez faire juste de l'impression directe, hein, vous ne cochez pas le mode tableau. De toute façon, il n'est pas coché par défaut et ça fera directement l'impression comme avant. Pas de changement de ce côté-là. Un petit rappel, puisqu'on parlait de facture et d'impression, petit rappel sur la fonction de facturation directe, dite facturation via les activités, hein. C'est une fonction que l'on a intégrée il y a 2 ans lors de la migration en 10.4. Alors il a fallu la roder un petit peu, ça c'est classique sur toutes les nouvelles fonctionnalités, mais c'est une fonctionnalité qui est pas mal utilisée aujourd'hui par certaines personnes. Le principe, c'est de transformer directement les activités en factures sans passer par l'étape des bons de livraison. L'étape la plus chronophage aujourd'hui dans le process de facturation, c'est la génération des BL. Pourquoi? Parce qu'à une ligne d'activité, vous générez un BL. C'est du 1 pour 1. Alors que là, donc si vous avez 10 lignes d'activité, vous générerez 10 BL, peut-être une seule facture, mais vous générez 10 BL. Là, si vous avez 10 lignes d'activité qui vont par exemple au même adhérent, on va générer tout de suite une seule facture et on ne passe pas par la génération des 10 BL. Or, la génération de 10 BL, c'est la génération de 10 pièces et donc c'est long. C'est plus long de générer 10 BL d'une ligne que de générer une facture de 10 lignes. Donc ne pas passer par les BL et passer directement de la saisie d'activité à la facture, c'est un vrai gain en termes de temps, hein. Sur l'ensemble du process de facturation, c'est un gain qui a été estimé grosso modo à 40%, c'est pas anodin. Donc c'est quelque chose qu'on vous engage à utiliser au maximum. Il peut y avoir des cas, hein, où le BL est nécessaire pour des raisons d'ordre de facturation, de fonctionnement interne, de facturation qui ne se fait pas qu'une seule fois dans l'année. Voilà, c'est pour ça que la fonction est toujours présente et restera toujours présente. Mais on vous engage, si vous faites des facturations une fois par année où on fait tout le process de facturation, d'impression, d'intégration en compta, enfin tout le process en une seule fois sur des entre guillemets, petites CUMA dont on fait la facturation de cette manière-là. On vous engage le plus possible à utiliser cette facturation via les activités pour zapper cette étape BL qui techniquement n'apporte rien et donc plus rapide de la zapper. Pour rappel aussi, depuis la saisie d'activité, vous avez un bouton facturer qui va vous ouvrir automatiquement la facturation en mode de facturation via les activités. Donc le programme directement pré-paramétré, pré-filtré avec les bonnes coches adéquates pour être déclenché directement à partir de là. Le fonctionnement est le même, hein, pour la gestion derrière. Vous avez le même écran où vous avez la liste des données à facturer. Vous avez la même mécanique de reprise ou pas d'acompte. Vous avez toujours la possibilité d'imprimer cette liste écran de facturation. Les mêmes mécaniques sur les tarifs. Voilà, c'est la seule chose, c'est qu'on ne passe pas par l'étape BL et qu'on génère moins de pièces et donc que l'on va plus vite. Voilà, ça c'est pas une nouveauté, c'est un rappel, hein. On l'avait déjà fait lors des sessions de reformation en fin d'année, mais il est toujours important de le lire parce qu'on a des traçabilités sur l'usage des programmes et qu'on voit qu'encore une grande partie, si la majeure partie des factures sont faites par les BL, ce qui, fonction des dossiers, n'est pas forcément toujours utile. Alors ensuite, en termes de petites nouveautés standards. Ça, c'est des nouveautés, donc 3 nouveautés, numériques que je vais vous présenter, le paiement, le SMS et le contrôle d'IBAN, qui sont des nouveautés standards, qui à l'instant T ne sont pas implémentées, dans, nos, programmes parce qu'il faut, nouer des partenariats avec des intermédiaires dont c'est le métier de faire le paiement ou dont c'est le métier d'envoyer les SMS, et donc on attendra vos retours sur l'intérêt que vous pourriez avoir par rapport à ces fonctionnalités pour proposer, une offre. Alors le principe du e-paiement. Le principe du paiement, c'est de pouvoir, depuis une facture, demander un paiement direct par carte bleue. C'est-à-dire que dans
La saisie de pièces, hein, vous voyez ici derrière, c'est une saisie de pièces, hein, donc c'est une base de démo. Dans le menu outils, j'ai possibilité ici de demander un e-paiement. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va m'ouvrir un pop-up préchargé avec des informations de montant, des informations liées au contact, donc la personne à qui je vais adresser cette demande de paiement, avec de manière obligatoire un email, puisque la demande de paiement va être reçue par votre contact par email, et puis des informations d'adresse qui sont chargées de manière automatique. Donc ça ouvre un pop-up de paiement. Et à partir de là, si on valide la demande de paiement, qu'est-ce qui se passe? La personne va recevoir un email. Donc ici, c'est un exemple, hein, via le prestataire Pplug. Donc tout ça, ça passe par des prestataires qui gèrent le système de carte bleue. Donc la personne reçoit un email. Cet email, voilà, vous invite à régler le paiement suivant, montant. La personne clique sur accéder au paiement, renseigne ses informations de carte bleue de manière tout à fait classique, c'est-à-dire exactement comme si elle était en train de réaliser un paiement sur n'importe quel site web, renseigne ses informations de carte bleue, valide le paiement. Vous voyez au niveau du pop-up, vous allez le voir automatiquement évoluer. C'est-à-dire que dès que la personne a validé le paiement carte bleue, que le paiement carte bleue est bien reconnu comme ayant été validé, vous allez voir le pop-up évoluer et être marqué comme étant, comme étant payé directement, et tout ça est tracé par une série d'emails. Par exemple, votre partenaire, la personne qui paye, va recevoir un email comme quoi elle a payé, mais vous recevez également un email comme quoi vous avez reçu un paiement de 33,06 € sur le compte en question. Donc tout ça, ça demande du paramétrage, ça c'est une chose, mais c'est pas très compliqué en termes de paramétrage, mais ça demande des abonnements à des services référencés. Vous voyez ici, on parle d'un prestataire qui s'appelle Pplug, que ça soit n'importe quel système de paiement, hein, même un commerçant, le terminal portable, bah, il paie des services à sa banque, que ce soit le terminal portable classique ou les terminaux portables que l'on voit maintenant branchés au téléphone. Tout ça, il y a des coûts qui sont des coûts de commissionnement. Donc, si vous êtes intéressé, nous, on pourra étudier une offre avec ces prestataires. Alors, il y en a trois hein, qui ont été référencés par Divalto, c'est pas forcément Pplug qu'on choisira. Il y a trois prestataires qui ont été référencés par Divalto et qui peuvent être interfacés en standard. Donc, si vous avez un intérêt par rapport à cette offre, il faut revenir vers nous et on pourra réfléchir à proposer une offre globale au réseau. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous cherchez à déclencher le paiement depuis une facture, ça ne sera pas fonctionnel puisqu'on n'a pas encore noué de partenariat. Voilà, on attend de voir si vous avez un intérêt. Aujourd'hui, ça se passe au niveau d'une facture. Donc si, heu, alors ça concerne peut-être plus, là encore, les dossiers de structure AGC ou fédération qui souhaiteraient être payés tout de suite par une CUMA plutôt que, c'est pas vous qui allez appeler, peut-être l'adhérent pour qu'il paye, la CUMA. Donc ça concerne peut-être plus les dossiers de structure pour être réglés. Donc le paiement se fait directement depuis la facture. Notez que dans les prochaines évolutions de Divalto, le paiement pourra être fait depuis les relances. Alors, ce qu'on appellera le nouveau module de recouvrement qui remplacera le module de relance. Il y aura possibilité, quand on fait des relances, d'appeler directement et de se faire régler tout ou partie de la relance par carte bleue. Et par la suite également, l'éditeur travaille à ce qu'on appelle le e-virement. Là, l'idée, c'est en même temps que l'envoi de la facture par email en démat, d'envoyer un lien. La personne qui reçoit la facture clique sur le lien pour faire directement un paiement par virement, ou on pourrait imaginer également un paiement par carte bleue.
Voilà, donc ça, c'est les choses qui fonctionnent. Là, moi, ça a été paramétré, sur un compte de test avec des cartes bleues de test qui sont mises à disposition par le prestataire Pplug pour faire des tests, hein. Donc on peut, tout à fait faire des tests, pour voir comment ça fonctionne. Mais ce qu'on attend à ce sujet, voilà, c'est de voir si vous y voyez un intérêt, et si on a des retours sur, l'intérêt, voilà, s'il y a un intérêt qui est suscité, on regardera en fonction du volume, si tel ou tel prestataire est plus intéressant qu'un autre. Comme je disais, bien évidemment, hein, c'est ces histoires de frais de commissionnement. Et dans ce cas-là, on pourra proposer une offre réseau. Autre nouveauté qui, même principe, est une nouveauté du standard et qui là également passera par des paramétrages et des abonnements à des services référencés. Vous doutez bien que l'envoi de SMS, c'est pas quelque chose de gratuit, hein. Même aujourd'hui, vous pouvez, si vous voulez faire de l'emailing ou du SMS en masse, bah, vous achetez des nombres de SMS. Donc c'est pas quelque chose qu'aujourd'hui on a branché. On n'a pas été acheter entre guillemets 10 000 SMS pour faire des tests. Donc également, il nous faudra vos retours pour savoir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Mais on a donc aujourd'hui la possibilité d'envoyer des SMS depuis Divalto selon certains critères. Là, l'exemple qui est paramétré sur une base de démo, c'est l'envoi d'un SMS lors de la création d'un client. On envoie un SMS au client pour lui confirmer qu'il est bien créé dans notre base de données. Mais on pourrait imaginer de l'envoi de SMS à d'autres endroits. Ça, c'est à vous de nous dire si vous y voyez un intérêt et quels sont les endroits où vous pourriez voir un intérêt à envoyer un SMS. Alors, on ne va pas envoyer des SMS à chaque génération de facture, par exemple. Enfin, on pourrait, mais en termes financiers, je suis pas sûr que ce soit très très intéressant et très utile. Mais voilà, on pourrait envoyer des SMS à tel ou tel moment. On a tout à fait la possibilité de modifier le programme ou de paramétrer le programme pour dire, ou de créer des boutons sur lesquels, lorsqu'on clique, ça envoie un SMS. Voilà, c'est tout à fait des choses que l'on peut faire. Donc voilà, réfléchissez-y, revenez vers moi si vous y voyez un intérêt et à quel endroit dans le programme vous y voyez un intérêt. Si on a des demandes, on fera les adaptations et on achètera quelques SMS pour faire des tests, hein. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et troisième nouveauté numérique qui a été intégrée par Divalto en standard, c'est la connexion au service IBAN Secure. Le service IBAN Secure, c'est un service qui permet de valider tout ou partie des coordonnées bancaires d'un client, donc d'un adhérent, fournisseur ou d'un individu, hein, le RIB à partir de la fiche salarié. Donc là encore, ça demande un paramétrage et un abonnement à un service référencé par Divalto, donc le service IBAN Secure. Là, pour le coup, j'ai eu des échanges avec IBAN Secure. On est sur des tarifs qui sont beaucoup, beaucoup plus light que des achats de SMS ou des commissionnements sur des cartes bleues. Donc de toute façon, on en achètera quelques-uns pour pouvoir faire des tests. Donc ça, si vous êtes intéressé également, faut revenir vers moi. On pourra proposer une offre. Bien évidemment, c'est toujours la même logique. Plus on achète de connexions au service, moins le tarif à l'unité est cher, hein. Si on achète 100 vérifications, c'est tel prix à l'unité. Si on en achète 500 ou 1000, c'est un prix à l'unité qui est plus faible. Donc le principe, c'est lorsqu'on a le RIB, on a des boutons et en l'occurrence ici une demande de validation IBAN Secure avec les évolutions d'un feu. Feu vert si le RIB est OK, feu orange lorsque le programme est en train d'interroger et qu'il n'a pas eu de retour, et feu rouge si l'IBAN est KO. Le principe, c'est entre guillemets simplement de vérifier que l'IBAN est correct, mais voilà, ça peut-être avoir un intérêt après la saisie de l'IBAN de vérifier qu'il est correct, qu'il est bien retenu, reconnu, qu'il n'y a pas de souci au niveau de la saisie. Voilà. Donc ça passe par une interrogation à un service IBAN Secure qui fait ce type de vérification automatique. Donc comme je dis, on en achètera quelques-uns que l'on pourra brancher pour faire des tests sur des dossiers où vous faites par exemple du prélèvement. Ça peut y avoir un intérêt de ce côté-là. Donc si vous y voyez un intérêt, si c'est quelque chose que vous souhaiteriez avoir, revenez vers moi pour qu'une fois qu'on en aura acheté et paramétré quelques-uns, on puisse vous expliquer ou tester pour voir comment ça fonctionne.
Dernière nouveauté concernant l'achat-vente et peut-être aussi petit rappel de process. Alors, c'est des nouveautés standards réglementaires, c'est-à-dire c'est des nouveautés qui ont été intégrées par l'éditeur d'Ivalto pour se conformer à la réglementation. En l'occurrence, la réglementation citée, elle est ici. Alors, moi, je ne veux pas entrer dans des débats de réglementation ou autres. Je vous renvoie à cette réglementation ou peut-être à vos experts comptables si vous avez des doutes par rapport à ça. Mais voilà, le règlement ou la loi ou le décret, je ne sais plus en question, est cité ici. Le but, c'est de se mettre en conformité avec la gestion des escomptes et la gestion de la TVA. C'est-à-dire de pouvoir gérer au niveau de coche le fait que l'on fait bien mention de l'escompte sur les factures que l'on émet à des adhérents ou que les factures fournisseurs que l'on reçoit sur lesquelles on prend de l'escompte, la mention escompte est bien également présente sur la facture du fournisseur. Donc il y a des indicateurs qui ont été ajoutés, qui seront paramétrés par défaut. Ce n'est pas forcément visible tel que, mais vous avez un petit peu plus de détails ici. Le document de toute façon sera accessible. Ce qu'il faut retenir de cette évolution et grosso modo de ce que dit le texte, c'est que la gestion de la TVA sur l'escompte, elle est liée au fait que sur la facture, on mentionne bien la possibilité de faire un escompte. Le seul rappel, moi, que je voudrais faire, c'est par rapport à ce que l'on constate sur certaines pratiques. C'est que donc normalement, si vous ne mentionnez pas l'escompte sur la facture, il faut faire attention. Alors, je ne sais plus si c'est avec ou sans TVA, mais il faut faire bien attention. Donc, si vous pratiquez des possibilités d'escompte, absolument le mettre sur les textes que vous mettez sur les factures. Et autre petite précision, lorsque vous faites une remise au montant de la facture parce que la personne adhère à un pack prélèvement, c'est pas de l'escompte, c'est une remise mais ce n'est pas de l'escompte. On n'escompte pas sur un prélèvement. C'est un peu incongru sur la logique de l'escompte. Donc attention par rapport à ces pratiques-là et par rapport à ce qui est précisé dans ce document réglementaire. Voilà, peut-être jeter un coup d'œil, vous référer à vos experts comptables si besoin et peut-être adapter les textes que vous mettez sur les factures en fonction de ce qui est précisé dans ce document. Voilà sur la partie achat-vente. Est-ce que, alors j'ai pas regardé s'il y avait des questions dans le chat, mais est-ce que vous avez des questions, des remarques sur ce qui a été présenté jusque-là? N'hésitez pas à ouvrir votre micro et prendre directement la parole, hein. Si vous avez des questions ou des remarques, il n'y a pas de souci, ou même simplement des remarques sur je sais pas moi, le e-paiement ou autre. Bonjour, j'ai une question moi sur ce que vous avez fait allusion à la facturation, Oui, de passer directement, de plus passer par les BL. oui, Euh, est-ce qu'il y a une autre façon de faire? Moi, je fais de la saisie déportée, donc intégration, et oui. parallèlement, il y a la gestion du temps qui s'alimente par MyCuma, gestion Mmh, du temps. Et donc, la CUMA veut que ces activités de l'année plus le temps soient sur la même facture. mmh. Donc, je suis obligée de passer par le module BL. Oui, à l'instant T, oui, tout à fait. Je vais laisser mon cher collègue à côté noter ça dans le compte rendu. Mais oui, effectivement, la facturation directe aujourd'hui ne fait que la lecture des activités et pas la lecture des temps. Mais ça peut être ouvert. OK. Et deuxième question, pour quand vous avez parlé de tous les SMS, les mails, etc., par rapport au module paiement, là, Mmh. euh, les SMS n'apparaîtront pas avec le nom de la CUMA, de même que les mails, ça sera no reply ou des choses comme ça? Ah, qui envoie le bonne question. Alors le SMS, je ne saurais pas vous dire parce que je ne l'ai pas testé. L'email, il est envoyé par le service de e-paiement auquel on adhère. Donc vous voyez ici, l'email, il est envoyé directement par donc le prestataire s'appelle Payplug. Donc c'est directement Payplug là qui a envoyé qui envoie le mail. Mais l'idée c'est de faire cette demande par exemple quand on a la personne en ligne.
hein, puisque l'idée c'est d'ouvrir d'avoir la personne en ligne, on ouvre le pop-up, on est en ligne, elle renseigne sa carte bleue, le pop-up évolue et on valide. Mais oui, le mail il ne sera pas envoyé par des serveurs Kuma, mais par des serveurs du système de paiement auquel on adhérerait. Mais vous avez évoqué à un moment de faire ça aussi quand on fait les relances, de Oui. pouvoir, qui payent par virement, enfin, qu'on envoie les relances par mail en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. Dans ce qui est en train d'être travaillé par Et donc c'est l'éditeur, pareil, ça sera ouais. pas Kuma Tartampion qui écrit à l'adhérent du bois. Alors, si on a la personne directement en ligne et qu'on appuie sur le e-paiement, c'est ce même type que ce que je montrais avant. Si on passe par un envoi email qui contiendrait un lien de paiement, l'email, dans ce cas-là, serait généré par nous et donc à en tête Kuma. Ah, en tête Kuma, mais Kuma Tartampion ou Kuma générique? Parce que Ouais, Kuma générique, tout à fait. le, le problème, on le voit bien, c'est avec Zendoc, les gens n'ouvrent pas. Alors, l'email Zindoc, il provient d'un email, effectivement, zindoc@kuma.fr, Et avec donc, le titre Kuma dedans, le logo Kuma dedans. Enfin, c'est difficile de faire plus, effectivement. Mais il ne peut pas provenir de l'email de la Kuma, puisque ni moi, ni le service n'a la main sur l'email de la Kuma. hmm, ouais, et ça pose des problèmes, les gens n'ouvrent pas Alors, là. dans, Hmm. alors, le mail est en kuma.fr, le contenu est au logo kuma.fr, Mais l'objet ils ouvrent contient le même nom de pas la Kuma. ils ouvrent même pas en fait. Ils Là, voient c'est vraiment tout le process, dans ce cas-là, d'information vis-à-vis des adhérents qui est important pour bien leur expliquer, lorsqu'on passe à la démat, qu'ils ont un nouveau flux et que donc ce flux arrive de telle manière. Hmm. Oui, oui, je suis bien d'accord, mais bon, c'est pas gagné tout de suite, hein. Oui, oui, non, ça je l'entends, hein. Hmm. Merci. Si je peux rebondir en fait Oui. sur la question de Marie-Laurence, bonjour. Dans les solutions en fait d'emailing professionnel, on a la possibilité, effectivement, l'email de départ n'est pas modifiable, mais on peut indiquer via derrière l'email générique, on peut indiquer via l'Acuma, etc. On peut renseigner d'autres choses derrière qui font que au niveau d'une boîte emailing, c'est visible. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'opter pour ce genre de choses? Alors, pas dans le nom de l'expéditeur, ça c'est impossible. Par contre, je rappelle que dans l'objet du mail qui est envoyé par le système de démat, il y a le nom de la CUMA. Mhm. Et je ne sais plus quel est le nom de l'objet, mais enfin, même dans le nom de l'expéditeur, hein, il y a le. Alors, le nom de l'expéditeur, il pourrait être travaillé, ça, j'ai pas de souci. Par contre, il est unique. Et il y a le terme CUMA dedans, hein, dans le nom Le de nom de l'expéditeur. l'expéditeur. Ouais, il y a D'accord, le nom CUMA. Et dans l'objet, c'est facture de la CUMA. Enfin, il y a le nom de la CUMA dans l'objet du mail. d'accord. Merci. Bonjour, moi j'avais une question concernant plutôt par rapport aux escomptes là de ce que tu disais. Donc en fait, si j'ai bien compris, lorsque la CUMA réalise des escomptes, il y a une mention spécifique à mettre sur la facture, c'est ça? Oui, quand on fait de l'escompte, normalement, il faut toujours, alors j'ai pu, mais c'est du genre escompte de 2% si paiement avant le temps, et Oui, cette c'est ça. mention, elle doit être présente. Et ce que j'ai découvert, donc, lorsque l'éditeur a présenté cette nouveauté, c'est que si j'ai bien compris, voilà, c'est ce qui est précisé hop là, c'est ce qui est précisé dans cette partie-là. La TVA n'est pas générée sur un escompte dans le cas où il n'est pas mentionné. C'est-à-dire que si vous mentionnez l'escompte sur la facture, il y a gestion de TVA sur l'escompte. Si l'escompte n'est pas mentionné sur la facture, il n'y a pas de gestion de TVA. C'est a priori ce que dit cette réglementation 3 CA 116. Voilà. Alors elle n'est pas récente, hein, mais voilà, il y a eu un rappel qui a été fait lors des formations. D'accord, mais, Ouais. parce que en fait, enfin moi je sais que par exemple les CUMA qui utilisent la formule escompte, on mentionne puisqu'effectivement on dit si paiement avant telle date, donc on mentionne la date. Les adhérents peuvent déduire, enfin payer escompte Mm. déduit. Donc rien que cette mention était valable en fait. Oui, oui, tout à fait. Ah, Oui, oui. d'accord. Il faut juste que ça soit mentionné.
pour faire cette différence. Alors c'est vrai que c'est quand même assez subtil, surtout ça concerne les petits montants, mais bon, c'est tout le travail que mène actuellement l'État sur la fraude à la TVA, hein. C'est pour ça, je Mhm. pense que l'État a fait un rappel aux éditeurs de logiciels, parce que la réglementation, elle a quand même 20 ans, et c'est une Mhm. nouveauté qui n'est apparue que maintenant. D'accord, merci. Et c'est la même mécanique a priori si vous accordez de l'escompte sur des factures fournisseurs. La gestion de la TVA doit être faite fonction du fait que c'est écrit ou pas sur la facture de votre fournisseur la possibilité de faire de l'escompte. Alors, concernant quelques nouveautés sur la partie compta règlement, c'est assez light. Il y a un point sur le FEC. Alors, c'est assez light, mais c'est un point qui va vous intéresser. On peut aujourd'hui générer un FEC sur des écritures non validées. Ça sous-entend donc un FEC sur un exercice non clos. Alors attention, normalement un FEC c'est un document que l'on sort lorsque l'exercice est clos à destination de l'administration fiscale. C'est normalement pas un format d'export entre sociétés qui fait de la comptabilité. Il se trouve que celle l'est devenue, donc Divalto a intégré cette possibilité de faire des FEC à partir des écritures non validées. C'est possible, mais à manier quand même avec précaution, puisque ce n'est pas forcément le but à la base d'un FEC. Donc voilà, aujourd'hui vous aurez possibilité de sortir des FEC, par exemple, sur un exercice pas clos, ou si c'est de la compta que vous faites au fil de l'eau et pas une fois par an, sortir un FEC en milieu d'année, ou ce genre de choses. Donc ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là, ça a été ouvert. Deuxième point concernant le FEC, est un petit peu lié au premier d'ailleurs, il y a un contrôle de validité qui a été ajouté. C'est-à-dire de pouvoir contrôler la cohérence d'un fichier FEC qui aurait été généré. En gros, un fichier FEC, je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais vous pouvez l'ouvrir dans n'importe quel éditeur, même dans Word, vous pouvez ouvrir un fichier FEC et le modifier. Bon, c'est comme ça. Ça sous-entend donc que ce programme, il va permettre de vérifier qu'un fichier FEC n'aurait pas été modifié manuellement par rapport aux valeurs qu'il avait lorsqu'il a été généré. C'est un programme de contrôle qui a été intégré par l'éditeur. Ce programme de contrôle, il nécessite ce qu'on appelle des clés de contrôle. C'est technique, mais voilà, il y a besoin de clés de contrôle, c'est des algorithmes, mais des clés de contrôle, des clés de signature. Ça veut dire que la prochaine fois que vous voudrez faire un FEC, vous aurez obligation d'avoir créé la clé de contrôle du FEC sur le dossier, sinon vous ne pourrez pas générer de FEC. Donc c'est pas bien compliqué, hein, c'est ce qui est présent sur la diapo suivante. Donc l'accès au l'export de FEC est toujours au même endroit. Ça c'est le programme de contrôle de signature, mais ça je pense que vous n'en avez pas l'usage. Par contre, il y a un nouveau bouton qui a été ajouté dans le dossier comptable qui ouvre la création des clés. Donc ici la clé pour le FEC. Donc on clique sur le bouton. On clique sur plus, on renseigne une date d'effet. Je conseille en date d'effet de saisir la date de début d'exercice, peut-être la date de début de l'exercice précédent si jamais vous voulez sortir un FEC sur l'exercice précédent. Peu importe, ça pourrait même être 1er janvier 1900, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Il faut renseigner une date d'effet. Il vous demande une date de fin, tant qu'à faire on met 31 12 999, hein, ça ne sert à rien de générer une nouvelle clé tous les ans, ce n'est pas forcément d'intérêt. Vous validez, il vous mettra un petit pop-up comme quoi les clés sont créées. C'est une série de chiffres et de lettres, peu importe, c'est technique. La clé est créée, à partir de là, vous pourrez générer à nouveau des FEC. Aujourd'hui, le programme de contrôle, il n'a pas forcément d'intérêt. Je suppose que si ce truc-là a été ajouté, c'est que derrière, il y a aussi des possibilités de contrôle de l'intégrité du FEC par l'administration fiscale à qui on enverrait le fichier. Voilà. La génération des clés de contrôle et du FEC est aussi tracée dans le livre de bord. Voilà, il y a des contrôles qui ont été ajoutés par rapport à ça. Donc, on peut sortir des FEC sur des écritures non validées, donc sous-entendu sur des exercices non clos. Mais pour générer des FEC, il faudra aller dans le dossier comptable et créer la clé. On n'a pas la possibilité, nous, de les créer en masse sur l'ensemble des 8000 dossiers que l'on gère dans Macuma Compta. Donc c'est une opération que vous devrez faire lorsque vous aurez à imprimer lorsque vous aurez une demande de FEC.
Donc la seule chose, c'est de faire la bonne date d'effet par rapport à la date d'exercice du FEC que vous voulez imprimer, hein. Si vous avez besoin d'imprimer un FEC sur un exercice il y a 3 ans, ben, en date d'effet, vous mettez la date de début de l'exercice d'il y a 3 ans. Donc ça, c'est présent dans la doc et on fera une petite fac directement sur on fera une petite fac directement sur le site du support. Et non, la génération du FEC ne valide pas du tout les écritures, puisque à partir du moment où le FEC peut être sorti sur des écritures non validées, il peut être sorti n'importe quand. Donc la validation des écritures reste par le programme de validation des écritures. C'était un choix à l'origine qu'avait fait Divalto de ne sortir des FEC que sur des exercices clos, du fait que le FEC ne devait servir qu'à ce type de choses. Voilà, c'est un peu une déviation du FEC. Mais les usages font que c'était pas mal demandé. Ensuite, côté règlement, une nouveauté, une précision. Une nouveauté simple, mais qui a son intérêt pour les personnes qui font des bordereaux, alors plus des bordereaux de virement ou des bordereaux de prélèvement. C'était pas très pratique lors de la génération d'un bordereau de voir le contenu du bordereau. Maintenant, vous avez la possibilité par clic droit ou via le petit bouton cible de faire donc ici un clic droit, détail du bordereau et de voir le contenu des effets qui seront présents sur le bordereau avant sa génération. C'était possible avant, mais dans un zoom qui n'était pas forcément très pratique. Voilà, là on a directement la possibilité de faire un clic droit et de voir le contenu du bordereau lorsque l'on va générer le bordereau. Voilà, donc ça c'est une petite nouveauté qui peut avoir son intérêt à l'usage. Ensuite, une précision et à refaire tourner en interne parce que ça, c'est quelque chose que j'ai oublié lors de la présentation de vendredi. Vous verrez à partir de lundi 2 menus règlement. Je pense que les termes qui sont présents sont suffisamment clairs. Il y a un menu règlement pour nous et il y a un menu règlement à ne pas utiliser, comme c'est écrit dans le menu. Et de toute façon, si vous cliquez dessus, vous verrez rien. Il y a un menu règlement qui apparaît et qui nous permet de travailler sur les futures évolutions de ce qu'on appelle la fusion du module comptabilité règlement, les évolutions, le chantier saisie d'écriture du futur MyCumin Infinity. Donc ce menu, il est présent parce qu'on a besoin qu'il soit présent, mais aujourd'hui, voilà, il s'appelle bien ne pas utiliser. Si vous cliquez dessus, de toute façon, vous verrez rien dans le contenu, mais ne soyez pas étonnés de voir apparaître ces deux menus règlement. Et ensuite, une petite précision qui est liée à la première. Les impayés ne sont plus directement présents dans la liste, mais dans le menu impression impayée, la liste des factures impayées, la liste des fournisseurs à payer. C'est technique liée à ce double menu, voilà, pour des raisons techniques. Donc, soyez pas étonnés, vous retrouverez la liste des factures impayées et à payer directement à l'intérieur du sous-menu impression impayée. Si vous les aviez en favoris, ça ne change rien. Vous pouvez cliquer sur les favoris. Pas de changement de ce côté-là. C'est juste une histoire de positionnement du menu. Voilà pour les nouveautés. Donc, comme je vous disais, hormis la refonte du programme d'impression, c'est plus tout un travail technique. L'idée est pour nous d'être dans la dernière version du logiciel pour pouvoir entamer tout un tas de travaux avec l'éditeur, hein, les fameuses évolutions vers MyCumin Infinity, les différents chantiers, ça nécessite pour nous d'être dans la dernière version. C'est plus du travail technique que du travail utilisateur, mais voilà, comme ça on est sur la toute dernière version, on va pouvoir commencer par exemple à travailler sur le nouveau module règlement, à travailler sur la nouvelle gestion de TVA, et ça nécessite d'être de toute façon dans la dernière version éditeur. Et comme ça, on peut travailler avec eux vers les prochaines évolutions, par exemple la standardisation des emprunts, des choses comme ça. J'ai prévu un peu de temps dans cette présentation pour faire un rappel sur la dématérialisation, la GED et la partie prélèvement. Donc ceux qui connaissent et maîtrisent toutes ces parties-là peuvent quitter la visio. Pour les autres, je vais faire des petits rappels à ce sujet parce que on voit que c'est encore relativement peu utilisé aujourd'hui, alors qu'il y a des vrais gains de temps sur la partie PAC des maths. Je ne sais pas s'il y a des personnes de Bourgogne autour de la table, mais avec tout ce qui est intégration par fichier Excel et PAC dématérialisation, je vous donne le simple exemple d'une fédération.
et du gain de temps que l'ensemble de ces services numériques ont fait. On a généré les factures de cette fédération, les factures qu'elle envoie à ses CUMA, hein, les factures de la fédération à l'intention des CUMA, on les a générées par des imports Excel et on les a passées dans le flux de dématérialisation. Le gain de temps estimé par la fédération est de plus de 50 heures. Je vous laisse faire le calcul, ça fait quand même le travail d'une semaine et demie pour une personne. Donc voilà, je vous engage vraiment à basculer au plus possible vers ces outils, parce que vous avez un vrai gain de temps très important. Alors, quelques mots sur le pack des maths. Ces diapos d'ailleurs pourront vous être communiqués. J'ai refait une série de diapos de présentation d'un certain nombre d'offres complémentaires qui pourront vous être communiquées. On les mettra sur le site du support et qui pourront vous resservir en interne pour présenter ces différents outils en interne ou à vos CUMA. Donc le pack des maths, il a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est de répondre au cadre légal, qui est de pouvoir proposer de la facturation, de l'envoi de factures de manière dématérialisée et entre autres, hein, de préparer les obligations 2024-2026. Alors nous, eu égard au chiffre d'affaires des CUMA, on est plutôt sur 2025, voire 2026 en termes de tranches, mais autant s'y préparer. Donc de préparer les obligations de dématérialisation et d'envoi des factures, alors ce qu'on appelle le e-invoicing, le e-reporting, les histoires de contrôle de TVA, etc. Bref, de toute façon, le système que l'on utilise aujourd'hui sera compatible avec les évolutions de la réglementation telle qu'elle est prévue pour 2024-2026. De répondre à la piste d'audit fiable, et puis pour ceux qui seraient concernés, hein, le lien actuel avec Chorus Pro, hormis tous les soucis qu'on a actuellement avec la plateforme Chorus Pro, mais bon, ça c'est autre chose et c'est lié à Chorus. D'économiser du temps, c'est-à-dire de faire disparaître des actions manuelles, chronophages, inutiles, mettre des enveloppes sous pli, ça n'a aucun intérêt, et d'où l'intérêt de passer par de la démat email ou on parlera de la démat courrier. Économiser de l'argent, hein, économiser du temps, c'est économiser de l'argent. Pas de coût postal quand on fait des envois d'email. Donc plus de coût du timbre. Faciliter l'accès et le stockage. Je rappelle que la plateforme qui est utilisée pour déposer les factures, c'est une plateforme à valeur dite probante, avec une conservation pendant 10 ans des documents, à valeur donc probante, c'est-à-dire à valeur originale. Conservation 10 ans, c'est un coffre-fort caisse des dépôts. De tracer les actions, qui a déposé, qui a envoyé, quand, qui a consulté, qui a reçu, est-ce que c'est reçu, pas reçu. On a une vraie traçabilité des informations et de la bonne réception et du bon téléchargement des factures. Et puis, c'est aussi une plateforme qui peut être mise à disposition des trésoriers ou présidents de CUMA pour leur donner un petit peu plus d'autonomie. Par exemple, plutôt que vous appelez vous pour renvoyer une facture, certaines fédérations ou AGC ont ouvert la partie des maths hein, au CUMA et c'est eux qui peuvent directement renvoyer une facture à un adhérent. C'est disponible sur le site, mais c'est aussi disponible sur une appli smartphone, toute cette partie-là. Donc pour vous aider à mettre en place sur le site du support, il y a un certain nombre d'informations. Il y a un petit document qui explique comment la mise en place se fait, hein, ce qui est le document qui est présent à l'écran. Et puis il y a aussi un document qui présente en 8 points l'intérêt de passer à la démat. Ça, c'est plus un document qui peut vous servir au niveau des CUMA pour leur expliquer l'intérêt de passer à la démat, hormis le fait que l'on prépare de toute façon une obligation légale et qu'à un moment, on n'y coupera plus, et ça sera une obligation d'envoyer les factures de cette manière-là. Donc autant s'y préparer, mais en amont, voilà, un document qui explique ce qu'il en est et qui précise aussi d'ailleurs sur la page 2 de ce document le fait qu'un envoi de facture par email on ne peut plus classique n'a strictement aucune valeur en termes de légalité. C'est d'ailleurs pour ça que le choix a définitivement disparu du programme d'impression. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose qui est utilisé par plusieurs fédérations AGC. Mon document n'est peut-être pas forcément à jour. C'est utilisé par plusieurs fédérations. On a transité l'année dernière 10 à 15 000 factures dans le système. Voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait rodé et qui est donc tout à fait intégré hein, directement l'impression des factures au logiciel avec un programme qui permet de suivre tout ce qui a été fait par CUMA, par utilisateur et autres. Côté GED,
C'est le même logiciel qui est derrière. Tout ça, c'est des documents qui sont déposés dans ZinDoc. Donc le pack des maths, il a un coût à la facture. L'accès à la GED, c'est quelque chose qui est financé dans les cotisations des CUMA. Donc de toute façon, tous vos dossiers peuvent accéder et utiliser la GED. Donc la GED, on va pouvoir y déposer donc, la démat des factures, c'est une des briques de la GED, c'est une des offres de ZinDoc. On peut y déposer des documents comptables, bilan, grand livre, documents juridiques, factures d'achat. On peut y déposer des documents directement depuis le logiciel ou par de la dépose, comme dans le Drive par exemple. Des documents fédératifs, hein, c'est bien pour ça qu'on parle de la GED comptable et fédérative. Donc ça, c'est la GED en elle-même. Elle contient, ZinDoc contient également d'autres offres. Une offre éditique, ça c'est quelque chose de nouveau qu'on a mis en place au mois de janvier. C'est la possibilité d'envoyer des courriers, n'importe quel type de courrier, directement depuis la plateforme ZinDoc. Exemple, d'envoyer les convocations à des assemblées générales. Donc l'idée, c'est d'envoyer des courriers, n'importe quel type de courrier qui ne sont pas des factures, puisque ça entre vraiment dans la partie démat des factures. Mais vous, une CUMA, souhaite envoyer des courriers, donc des convocations d'assemblée générale, par exemple. C'est tout à fait possible avec l'offre éditique. C'est une offre qu'on a packagée avec un tarif particulier qui inclut l'accès au service, le prix du timbre, etc. Et c'est ce qu'on appelle de manière un peu vulgaire du courrier dématérialisé. Alors ça reste un courrier physique, hein, la personne va bel et bien recevoir un courrier physique comme si vous l'aviez imprimé et mis dans une enveloppe, mais c'est le logiciel ZinDoc qui s'occupe de faire l'impression et la mise sous pli. Vous n'avez qu'à prendre vos PDF, les déposer sur ZinDoc et le problème est réglé. Donc ça vous permet voilà, d'envoyer différents types de courriers directement depuis l'appli. Là encore, hein, c'est utilisé, je pense à la Fédération Bourgogne qui l'utilise là pour faire les envois de convocations aux assemblées générales des CUMA directement pour ne plus s'embêter à faire les impressions et mises sous pli. Et autre brique qui sera présente d'ici la fin de l'année dans l'offre GED, ce qu'on appelle le classeur RH, qui va permettre deux choses, de déposer des documents RH type contrat, attestation, documents d'arrêt maladie et autres, mais également de faire la liaison avec le coffre-fort qui peuvent contenir les bulletins de salaire. Donc ça, c'est aussi des possibilités qui sont ouvertes directement à partir de l'offre ZinDoc. Donc ça commence à être déployé par un certain nombre de fédérations ou d'AGC. Les centres comptables hors AGC ont aussi accès, hein. C'est-à-dire que si les dossiers de comptabilité sont gérés par, je sais pas moi, Dessert France par exemple, l'accès à la GED est tout à fait possible, hein. Ça, à partir du moment où on a l'accès à MyCuma Compta, on a l'accès à la partie GED comptable et fédérative. Comme je vous disais, possibilité de faire des déposes directement depuis le logiciel. Donc, par exemple, ici, on peut déposer directement une balance dans la GED ou possibilité d'avoir des accès rapides. Si une facture d'achat est déposée, on peut relier la fiche IMO, par exemple, et la facture d'achat dans la GED. Vous pouvez relier au niveau de la fiche emprunt un tableau d'amortissement qui aurait été déposé dans la GED et y accéder directement depuis la fiche emprunt. Voilà, on rajoute de plus en plus d'accès rapide entre Divalto et la GED. Donc, si vous avez encore des doutes et des interrogations sur la GED, n'hésitez pas à revenir vers moi. Il y a eu un certain nombre de formations qui ont été faites en fin d'année, mais voilà, on peut tout à fait refaire des formations, compléter des interrogations. Voilà, donc c'est un point d'accès unique, hein, jedcuma.fr qui voilà, permet c'était juste un petit écran de rappel de l'esthétique de la GED. Avant de passer à la partie prélèvement, est-ce qu'il y a des questions qui concerneraient la démat et la GED? Oui, alors je vois la remarque de Cécile. Cécile, ce qui serait intéressant, c'est d'avoir des retours récents, parce que je sais qu'avec le changement du prestataire de ZinDoc en début d'année, il y a eu des envois qui ont été plus lents que ce qui était négocié sur le contrat.
Alors moi, je ne regarde pas tous les jours les timings qui ont été faits, mais s'il y a encore des timings qui dépassent ce qui est négocié par le contrat, ça serait important de revenir vers moi pour que je revienne vers Deltic et qu'il en discute avec Zindoc, puisque normalement on est sur du au max J+2 au lendemain. Et je sais qu'il y a eu sur quelques envois des dépassements de temps. Et donc il serait important et intéressant de savoir s'il y a encore des dépassements de temps par rapport au J+2 qui étaient prévus. Après, il y a la poste en elle-même, hein. Moi, j'ai de la traçabilité sur le moment où c'est mis-soupli et le moment entre ces mis-souplis et la réception de la poste à l'intérieur d'un même envoi. Pour vous dire, à l'intérieur d'un même envoi, on a eu du traitement par la poste sur du J+1 à J+10. Et là, c'était vraiment le traitement de la poste. Et ça, que ça soit de l'éditique Zindoc ou que ça soit du traitement, vous, si vous faites le courrier, on a des fois de véritables surprises par les temps de traitement de la poste. Bonjour, est-ce qu'on peut avoir une idée du coût de la dématérialisation et par exemple, et dans la GED, de l'envoi de courrier pour une AG, par exemple? Alors, sur la partie, l'intégralité est disponible sur la plaquette tarifaire. Je vais laisser Atman retrouver la plaquette tarifaire et vous la poster dans le chat. Je peux de tête vous donner la partie démat. La démat, c'est 0,71 par facture. Et la partie éditique, j'avoue que j'ai plus les prix en tête, parce qu'on a fait tout un tableau avec l'ensemble des prix, et j'ai plus les prix en tête. D'accord, merci. Mais l'ensemble est disponible sur notre plaquette tarifaire. On remettra le lien de la plaquette tarifaire dans le chat. Ok, merci beaucoup. Cherche plaquette tarifaire 2022. Voilà, ça doit être ce lien-là. Ouais. Un petit mot sur la partie prélèvement, automatisation de prélèvement. Donc aujourd'hui, il y a déjà des possibilités de faire des liens entre MyCuma Compta et les banques, hein, que ce soit des parties de virement et de prélèvement. Et alors pas on directement d'ailleurs, l'éditeur d'Ivalto travaille à la partie relevé bancaire. Il y a un premier travail qui avait été entamé avec un prestataire qui n'a pas été satisfaisant. Là, il travaille avec un autre prestataire. Donc voilà, ça prend un peu de temps, mais c'est tout à fait des choses sur lesquelles il y a des travaux qui sont en cours et sur lesquels on est de toute façon associé en direct avec l'éditeur. Donc on a possibilité, à partir de Divalto MyCuma Compta, de faire des prélèvements et de faire des prélèvements d'une manière le plus automatisée possible. Donc déjà, vous pouvez générer les mandats directement depuis le logiciel, comme je disais au début. Ensuite, on a mis en place toute une documentation et un flux qu'on appelle de prélèvement automatique, d'intégration et de traitement en comptabilité le plus automatisé possible. Donc il y a une documentation sur le site du support qui vous explique l'intérêt de la chose, quand on le met en place, comment ça se passe, on peut, si vous avez par exemple déjà aujourd'hui un pack prélèvement du Crédit Agricole, on peut tout à fait récupérer les informations de ce pack prélèvement et les intégrer de manière automatique dans Divalto. Alors certains ont des packs prélèvements payants, d'autres pas payants, ça dépend des caisses locales. Toujours est-il que si vous l'avez payant en passant par les fonctionnalités de Divalto, vous pouvez annuler ce pack et ne plus le payer. Je précise, contrairement à ce que parfois peut vous dire le Crédit Agricole, une fois que vous avez ces paramétrages-là, vous n'avez plus besoin des services payants du pack prélèvement. Donc il y a une documentation qui explique comment c'est fait, il y a des vidéos de démo, un petit témoignage tant qu'à faire parce que c'est intéressant d'avoir des retours directement utilisateurs. Donc le principe, c'est lors de la saisie des factures, on peut faire l'intégration comptabilité règlement, pas de souci. Et lorsque l'on paramètre le flux automatique complet, vous n'avez plus besoin d'aller pointer les écritures et de faire de la saisie des écritures. C'est fait de manière automatique parce qu'on considère qu'un prélèvement, ça passe. Bien évidemment, il peut y avoir un rejet de prélèvement et on a les paramétrages
qui permettent de faire du traitement si le prélèvement est rejeté, de le rebasculer en chèque ou des choses comme ça, il n'y a pas de souci. Mais on va partir du principe que 95%, 99% des prélèvements doivent passer. Donc on fait un pointage automatique et vous n'avez plus qu'à générer le bordereau, récupérer le fichier qui est généré à ce moment-là et le télécharger sur le site de la banque pour émettre l'ordre de prélèvement. Et vous n'avez pas besoin d'aller faire tout le pointage en banque que vous faites de manière classique lorsque vous faites des chèques. Toute cette partie-là, elle est automatisée directement après l'intégration en comptabilité règlement. On n'a pas de pointage. Et on n'a pas de ressaisie à faire non plus directement sur le site de la banque. Vous téléchargez le fichier et c'est intégré de manière automatique. Alors cet été, c'est un peu plus que cet été, j'ai fait un copier-coller. C'est depuis, on est en 2021, 2021, voilà. C'est quelque chose qui est utilisé par, par à la fois des CUMA ou des fédérations d'ailleurs. Ça peut être utilisé pour du paiement ponctuel facture, une facture, un prélèvement, mais ça peut également être utilisé sur des prélèvements de cotisation en 3 fois, en 4 fois, en 10 fois, en 12 fois, à 2 mois, 3 mois, 4 mois, 2 mois, 6 mois. Enfin voilà, on a la main dans les paramétrages tant que vous ne nous demandez pas des choses trop tordues en termes de découpe des prélèvements. Mais voilà, on peut tout à fait faire du prélèvement en plusieurs fois et ensuite, lorsqu'on va générer le bordereau, dire que l'on émet les ordres de prélèvement, par exemple pour les 3 prochains mois ou des choses comme ça. Donc, pour répondre à Maureen, non, ça c'est quelque chose aujourd'hui qui n'est pas fonctionnel. Ça fait partie de ce qui est écrit ici pour pouvoir faire directement le téléchargement des relevés. Après, on verra à l'usage. Attention par rapport au téléchargement des relevés et la liaison automatique avec vos factures. Parce que l'informatique, ça n'a d'intelligence que quand il y a des données qui sont adéquates. Et si sur vos relevés bancaires, vous avez que des paiements par chèque, bah, concrètement, ça ne sera pas capable d'aller faire les liaisons avec vos factures de vente. C'est-à-dire que si vous avez 3 factures, vous en avez pour 3 300 € et que l'adhérent vous fait un chèque de 3 300 € et que sur le relevé bancaire, vous avez chèque, on ne pourra faire aucune liaison. Les liaisons et le gain de temps, il ne se fera du téléchargement du relevé bancaire que si vous avez des prélèvements et des virements. Parce que là, on pourra faire du 1 pour 1. On saura que le prélèvement, il est lié à telle facture ou que le virement est lié à telle facture parce qu'on l'aura émis avec des informations. Mais si vous n'avez que du paiement par chèque, le téléchargement de relevé bancaire, vous aurez très peu de gains dessus à l'usage. D'où l'intérêt en amont de ces fonctionnalités qui arriveront, de préparer, de passer le plus possible par ce type d'information. Alors on sait que pour les prélèvements, c'est pas forcément facile parce qu'il faut aller courir pour avoir les RIB et faire signer les mandats. Donc ça demande un certain travail, hein. C'est ce qui était mis d'ailleurs dans le témoignage, hein. Elle indiquait que voilà, il y avait un certain travail à faire pour faire signer les mandats, mais qu'une fois que cette partie-là a été faite, il y avait un vrai gain en termes de rapidité de traitement des dossiers. Voilà, donc vous avez de la documentation et bien évidemment, je me tiens à disposition si vous avez des questions à ce sujet. Mais vous pouvez déjà regarder la documentation, regarder les petites vidéos qui montrent comment ça fonctionne, le process qui est proposé. Et puis après, vous pouvez revenir vers moi s'il y a des questions, il n'y a pas de souci. On peut même vous mettre en relation avec des personnes qui l'utilisent si vous avez des interrogations sur la mise en place ou la bonne fonctionnalité de la chose. Donc tous ces documents, vous les retrouvez sur le site du support, hein. C'est pour ça que j'ai juste mis ici un petit rappel. Sur le site du support, vous retrouvez l'ensemble des informations. Dans la partie GED, vous retrouvez des tutos d'ailleurs sur la GED, hein, tout un tas d'informations de tutos sur la GED. Et puis les petits documents dont je vous parlais concernant la démat et le prélèvement. Dans la partie MyCuma Compta, vous avez ici un petit bloc les plus, la documentation sur le prélèvement, la documentation sur la démat des factures. Et d'ailleurs, sur la démat des factures, vous avez aussi de la documentation juridique, exemple de modification de règlement intérieur pour passer à la démat des factures. Voilà, il y a un certain nombre de petits documents complémentaires. Voilà, j'ai fait le tour des choses à vous présenter ou à vous rappeler. Je reste quelques minutes à disposition si certains ont des questions, des interrogations à ce sujet ou d'autres. Moi, j'ai une petite question, Guillaume. Oui.
Sur la partie dématérialisation, quand on fait le choix de faire avec un lien pièce jointe, la durée de validité du lien, elle est de combien aujourd'hui? 3 mois. Ok. Ça, nous, on n'a pas la peut- possibilité, on n'a pas la main de modifier cette durée ou pas? On peut l'allonger, hein, je peux aller jusqu'à 1 an. J'étais déjà passé de 1 mois à 3 mois, mais j'avais jugé qu'1 an, ça paraissait peut-être un peu beaucoup. Non, pas forcément. Dans certains cas, je crois que ça pourrait être utile dans certains cas. Ok, Mais on pourrait, ouais, tout à fait l'allonger s'il y a des demandes. Ouais. ok. Ça marche. Merci beaucoup. Oui, Catherine, pour l'or noir, on parlait de la durée de validité, mais il y a aussi, ça arrive souvent dans les indésirables. Ça, on n'y peut rien. Ouais, ça dépend du fournisseur, celui qui le reçoit, j'imagine. Ça dépend de tout un tas de trucs, effectivement. Alors, idéalement, c'est d'ajouter l'expéditeur dans ses contacts, mais enfin, ça marche pas à tous les coups, hein. J'ai un mail de mon collègue qui est passé en spam cette semaine, vous voyez, donc pourtant on s'envoie quand même suffisamment des mails. Donc c'est ouais, c'est sans garantie. Ça peut dépendre de plein de choses, du logiciel, du fournisseur d'email. En plus, le spam, souvent, bah, au bout de 15 jours, une semaine, parfois, ça les détruit. Ça les détruit assez vite, quoi. Donc, Idéalement, si pour quelqu'un ça se produit régulièrement, c'est de mettre une règle dans son logiciel d'email, comme quoi cet expéditeur est bien un expéditeur de confiance et n'est pas un spam. Je l'ai fait pour un prestataire, son système de ticketing, quand ça m'envoie des emails d'accusés de réception, passait en spam. Donc j'ai mis une règle dans mon Gmail lui disant bah non, lui c'est pas du spam. D'accord. Ok. Ouais, merci. Sinon, tous ces packs là, dématérialisation, ça, moi j'avoue que je découvre un peu. Comment dire, c'est compris en fait dans le coût de notre cotisation. Comment c'est? Alors, la GED, partie comptable et fédérative, est compris dans le coût de la cotisation. Ouais. Ensuite, la démat, c'est un contrat complémentaire que l'on prend auprès de la SAS qui est à l'unité de facture. D'accord, oui, Et là où j'ai 71 centimes d'euros par facture, c'est ça? voilà, tout à fait. Alors, il y a un coût, pourquoi? Outre le service, ce truc, etc., parce que c'est stocké dans un coffre-fort valeur probante, voilà, donc il y a un coût, Oh, il y a un coût du service. Alors, je vais pas faire mon commercial, mais au global, ce coût de service, il est noyé, il est largement mangé par tout le gain de temps qu'il y a derrière. Et la partie éditique, qui est aussi une offre complémentaire proposée par la SAS, il y a également un coût qui est lié au coût du timbre, d'impression, etc. J'ai plus les prix en tête, mais normalement, voilà, Atman a dû Mais mettre ça marche par les fédérations départementales, non? C'est elles qui nous proposent le truc, comment? Parce que nous, on Alors, est une départementale, on est ouais, membre. vous, c'est un peu particulier. Ça pourrait passer par votre fédération, ou vous, peut-être, comme c'est un peu particulier, en direct. D'accord, ok. Le COMEX de la SAS a validé le fait que pour certaines grosses CUMA, ça puisse être commercialisé en direct avec la CUMA. Ah, d'accord, ok. Bon, bah, merci de l'info. Parce que très concrètement, le but est de garder un tarif unique, que la prestation soit proposée par la Fédé, par la GC ou en direct. D'accord, bah, merci pour l'info. Tant que j'y suis, donc j'ai le micro, je reviens sur la confection des bordereaux. Donc je reviens un peu en arrière là. Il y a possibilité de tri par adhérent et par effet, qui peut être pratique, sauf que quand on fait les règlements, qu'on remet les chèques, bah, il faut pas le lancer tout de suite, quoi. Ça nous permet la génération du bordereau tout de suite, mais quand on peut générer le bordereau immédiatement, ben là, on n'a pas la possibilité de ce tri, quoi. Bon, c'est pas bien grave, il faut Oui, dans ce sortir. cas-là, il est automatisé, ouais, tout à fait. Ouais. C'est pas grave, ça fait une manip de plus, il faut sortir, c'est pas bien grave. Il faut juste y penser, quoi, c'est tout. Alors, j'ai noté pour les remarques sur le lien, donc je vais me le noter et j'allongerai la durée du lien. Si, c'est pareil, toute cette dématérialisation, si on se connecte toujours pas en passant par Octa, est-ce qu'on a les mêmes Peu accès? importe. Peu importe, ça fonctionne avec, sans Octa, avec du web, pas du mode TSE, peu importe. Ouais, et même par rapport à la rapidité du programme d'impression aussi, est-ce que selon qu'on est connecté par un biais ou par un autre, il y a une différence ou pas?
Ça peut être peut-être plus rapide en web parce que en web, vous êtes directement sur vos PC. Ouais. Et donc, alors que en mode distant, tu as la différence, ton imprimante, elle est entre guillemets téléchargée sur la connexion distante, donc ça peut être un peu plus lent en connexion distante qu'en web. Ouais. Et moi, Après, en ça, web, je c'est de sais la pas. théorie technique, hein. Ouais, ouais. Parce qu'en moi, en web, j'ai pas trouvé l'écran, je l'ai trouvé bizarre et tout petit. Enfin, j'ai pas eu la même configuration. Enfin, bon, Alors, bref, c'est pas grave. c'est les mêmes écrans, mais oui, qui peuvent s'adapter par rapport à la taille du navigateur de chacun. Et ouais, donc bon, bah, je sais pas, il faudra que je vois ça parce que bon, comme je travaille moi chez moi, c'est plus compliqué un peu. Et c'est vrai que ouais, par Octa, le problème, c'est que c'était tout petit, quoi. Moi, j'avais du mal. Bon, c'est pas grave, j'essaierai de voir ça à l'occasion. Merci. D'autres, donc je regardais. Si, j'ai encore une question. Chat. Oui. Je suis embêtante, mais je sais parce qu'on parle de la GED. Tu disais qu'effectivement, on pouvait mettre des documents. Je vois, nous, en interne, on travaille sur un système de Drive où, en fait, on peut prendre en photo et importer directement dans le Drive. Cette possibilité-là, elle est pas, enfin, c'est pas faisable avec la GED pour l'instant. Non, et ça ne le sera pas parce que dans la GED, elle est prévue pour déposer un certain type de documents, pas tout type de documents, en gros des photos et des PDF. Ouais. Et donc ça passe par un site qui aujourd'hui permet de contrôler la taille et le type de document qui est déposé. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, la dépose, elle ne se fait que par le site ou de manière automatique depuis Divalto. D'accord. Et Ok. elle est bien là pour déposer des documents définitifs. Elle n'entre pas en concurrence avec le Drive. Le Drive permet de stocker des documents de travail. Et la GED permet vraiment de stocker des documents définitifs, typiquement des cartes d'identité par exemple. Voilà, c'est un document qu'on va avoir scanné en PDF et qui va pouvoir être stocké dans la GED sur un coffre-fort sécurisé. C'est aussi vraiment tout l'intérêt de la chose. Non, mais c'est parce que, par exemple, nous, les factures d'IMO, comme on n'est pas au bureau, on les scanne. Et donc, en fait, c'est parce que là, en fait, il faut qu'on passe par le Drive. Et après, limite, il faudrait les déposer sur la GED, en fait. Oui, elles peuvent être scannées. À partir du moment où elle est scannée, la facture d'IMO, elle est présente sur ton PC. À partir de Ouais. là, tu peux la déposer dans la GED. Ok, ça marche. L'intérêt, là, pour le cas d'une facture d'IMO, c'est de la déposer dans la GED et de faire tout de suite le lien au niveau de la fiche IMO et de la fiche matérielle avec cette facture. Ce qui fait que le but, c'est de remplacer au maximum le bouton pièce jointe présent sur ces fiches. Et donc, dans ce cas-là, tu peux accéder, tu es dans ta fiche IMO, tu peux accéder directement à la facture. Ou aux factures au pluriel, hein, d'ailleurs, parce que la fiche IMO ou la fiche matérielle, elle peut tout à fait avoir des liens avec plusieurs documents dans la GED. D'accord. Pour Ok. la petite histoire, tout ce qu'on a monté aujourd'hui avec Zindoc et l'éditeur Divalto est très 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 intéressé par tout ce process. Alors on va dire c'est l'instant jette des fleurs, mais voilà, c'est pour vous montrer que ce qu'on a fait a quand même un intérêt puisque ça intéresse directement l'éditeur. Ok. Je rebondis sur ce que dit Karine, hein, mais en fait, ce qui se passe, quand tu parles du Drive, Karine, et puis de la GED, nous, on a les mêmes cas dans les AGC où en fait, on a un serveur sur lequel on stocke tout. Là, aujourd'hui, maintenant, il y a la GED qui se met en place. C'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions de savoir, c'est des doublons pour nous, en tant que comptable, déposer un coup d'un côté, un coup de l'autre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on met tout de là, mais la GC n'a pas forcément accès à la GED? Voilà. Alors, disons que la GED, elle est accessible de base à toute personne du réseau. Qu'on soit une AGC, qu'on soit une fédération, qu'on soit une CUMA, voire, comme je disais, qu'on soit un centre comptable externe. La seule différence, c'est que les centres comptables externes n'ont pas accès aux documents des fédérations. C'est la seule petite différence. Mais sinon, à partir du moment où un dossier est présent dans MyCUMA Compta, il peut avoir accès à la GED. Ensuite, c'est là où nous, on peut vous accompagner. C'est là où il y a des travaux qui ont été menés en interne par certaines AGC ou certaines fédérations pour bien expliciter ce qui doit être présent dans le Drive et dans la GED. L'idée est absolument pas de faire des doublons parce qu'effectivement, ça n'a d'intérêt pour personne. Et puis, à partir du moment où on a des doublons, on peut avoir des documents différents. C'est de bien se dire quels sont les documents que l'on dépose sur la GED. Et les documents qui sont déposés sur la GED, dans ce cas-là, ne doivent plus être déposés sur un Drive, un serveur de fichiers ou autre, parce que ce qui devient le point de référence, c'est la GED. L'intérêt, c'est aussi de pouvoir y accéder de manière
très rapide. Par exemple, dans le dossier permanent, on a créé un bouton qui permet d'ouvrir directement la liste des documents juridiques liés à cette CUMA dans la GED. Pas besoin d'aller rechercher au fin fond de je ne sais pas quel drive. Tac, on appuie sur on est dans le dossier au niveau de MyCuma Compta, on appuie sur le bouton et on a automatiquement accès, je sais pas moi, au CABIS, alors je vais dire par exemple la carte d'identité, je sais plus si elle est typée comme document juridique, mais peu importe. Voilà, on accède directement. Et cet accès, il peut être mis à disposition des AGC ou des fédérations, parce que je rappelle que les fédérations ont tout autant le droit que les comptables d'accéder à ces données-là. Et ça peut également être accédé sur téléphone, hein. L'appli ZinDoc, elle fonctionne très très bien sur téléphone. Donc un animateur qui n'est pas, qui n'est pas sur site peut tout à fait accéder aux documents depuis son téléphone. Et l'idée, mais ça après c'est aussi, ça dépendra comment chaque fédération ou autre travaille le sujet, c'est que certains documents peuvent être aussi mis à jour directement pourraient être déposés directement par une CUMA ou accessibles directement par la CUMA. Donc c'est Oui, mais bien alors, de tronçonner ce que je mets sur mon drive, ce que je mets sur ma GED. Ce que je mets sur mon drive, c'est mes documents quotidiens, de tous les jours, de travail, des documents non finalisés. Et tous les documents comptables finalisés de l'exercice, tous les documents juridiques, un oui, CABIS, voilà, je les mets télévisé, sur la des GED. choses comme ça. Oui. Mais alors, du coup, ça sous-entend que si on veut pas faire de doublons, il faut que les experts comptables puissent avoir les accès, Hmm. des AGC indépendantes, puissent avoir les accès à la GED, pour Ouais, qu'ils puissent vérifier effectivement le CABIS, les statuts, enfin, si besoin, le PV d'AG, toutes ces choses-là, quoi. Oui, oui, tout à fait. Alors ça, ce n'est que, entre guillemets, des histoires de gestion de droit, mais il n'y a pas de souci de ce côté-là. Euh, N'importe qui a un compte, qui a été autorisé à avoir un compte, bien évidemment, peut avoir accès à des documents sur la GED. Euh, Même pas d'ailleurs en ouvrant directement la GED, hein, parce que depuis Divalto, il pourra accéder à ces documents-là. Oui, mais ils n'ont pas accès à Divalto déjà à la base. Enfin, ils n'ont pas accès à MyCuma. Moi, l'expert Oui, alors comptable. c'est pour ça que je dis ça dépend. Il peut accéder directement depuis Divalto à ces documents, mais il pourrait avoir un compte qui permet d'accéder uniquement aux documents sur la GED. Alors peut-être avec des restrictions pour ne voir que certains types de documents, mais ça c'est tout à fait des choses que l'on sait et que l'on peut faire. Ok. Alors moi, j'avais aussi une autre question, mais qui était peut-être un peu plus particulière. Je voulais savoir à qui je m'adresse pour, en fait, j'ai une CUMA qui se pose la question de basculer sur MyCuma Compta. Et à la base, ils sont sur Agiris, enfin, Isa Compta, Isa Pay, Isa Fact. Est-ce qu'on a des passerelles qui permettraient d'importer des informations de l'un vers l'autre? Est-ce que... On peut, ça dépend un petit peu de ce qui peut être sorti de l'autre côté. Pour initialiser un dossier, si par exemple ton exercice est clos et qu'il te sort un FEC, on peut l'importer. On peut l'importer pour initialiser le dossier. Ça, il n'y a pas de souci de ce côté-là. La liste des adhérents, tu auras enfin, toutes ces Alors, choses-là voilà, on peut aussi importer la liste des adhérents, pas de souci. La seule chose qui peut demander un peu de travail côté import des données comptables, c'est la codification. C'est-à-dire si la codification des comptes changeait ou si la codification, enfin, des codifications des adhérents changeait. Auquel cas, il faudrait avoir mais le programme sait le gérer, hein. C'est-à-dire un fichier qui dit que, je sais pas moi, dans Isa Compta, le gars il s'appelait Ctoto et chez nous il va s'appeler A36. Là, il faut qu'à un moment, on dise au programme d'import que Ctoto devient A36, mais le programme peut le gérer. On en a déjà fait et si jamais on veut se simplifier en ne reprenant que des données, ce qu'on a déjà fait, c'est de tout importer sur un adhérent et un fournisseur global, juste pour faire de l'initialisation de données. Mais c'est possible assez facilement. Oui, oui, tout à fait. On le fait. J'en ai fait avec la GC Centre-Ouest, avec Catherine, par exemple. On en a fait il n'y a pas longtemps. Donc oui, on peut initialiser l'import de FEC ou l'import des clients ou l'import des articles, hein, d'ailleurs également. Voilà. On a des imports standards ou maison qui nous permettent de faire ce genre de choses. On pourrait importer des IMO aussi. Et on pourra au futur importer, ça sera plutôt fin d'année, milieu d'année, des emprunts.
D'accord, donc ça veut dire qu'actuellement, ça, c'est pas possible. Il faudrait tout ressaisir, les Les emprunts. emprunts, on ne saurait pas les importer aujourd'hui. Ouais, il faudrait les ressaisir et les recalculer. Mais ça sera possible, je pense, à la rentrée, parce qu'on en a besoin dans le cadre de la bascule de Neokuma vers Maikuma Conta. Donc ça sera possible courant septembre d'importer des emprunts à partir de fichiers Excel. Et les IMO, c'est devenu standard en termes d'import sur cette version-là. Ok. Alors, bien évidemment, l'import des IMO, et je crois que c'était avec toi, Kathleen, qu'on en avait discuté, il y a des limites, hein. On peut importer les IMO, mais aujourd'hui, si on importe les IMO, j'ai pas toute la mécanique de création des articles, des tarifs, etc., etc. Ça, je l'aurai que plus tard. Donc, il faut recréer tout ce qui est article, Ouais, tout à fait. Ouais. destination, base de souscription. Ouais, aujourd'hui, c'est ça. L'import d'IMO, il importerait l'IMO, point, de manière brute. Mais il n'y a pas tous ces automatismes qui sont des automatismes maison, hein, qui existent. On doit y travailler, on a un prestataire qui travaillera sur ces sujets de développement courant de l'été. Catherine, à nouveau, à qui faut-il s'adresser pour l'histoire du pack prélèvement, là, et quand le Crédit Agricole prélève quand même des frais? À moi. Alors, Mais enfin, ça dépend. Techniquement à moi, si c'est des problématiques commerciales, à ton commercial du Crédit Agricole, j'avais en fait ce que je précisais parce qu'on a eu, je crois que c'est dans le Nord, c'est peut-être avec toi, Karine. On a eu des crédits agricoles qui ont voulu maintenir la facturation du pack prélèvement alors qu'on était passé au prélèvement avec le fichier généré depuis Divalto. C'est pas utile, voilà. Mais bon, ils défendent leur beurre, c'est de bonne guerre. Ouais, mais en fait, c'est souvent plus. Enfin, moi, c'est ce que je conseille au CUMA et c'est vrai que c'est plutôt moi qui ai négocié. Bon, après, il faut un petit peu bras de force, mais en général, c'est plutôt en fait le conseiller qui lève ou pas les frais, quoi, hein. Concrètement, c'est même pas une décision de caisse régionale, hein. oui, c'est la relation commerciale, quoi. C'est la relation commerciale qui fait que, mais effectivement, globalement, à chaque fois, on a réussi. Ils arrêtent effectivement le pack prélèvement. Par contre, effectivement, ils facturent quand même le paquet d'e-web, quoi. L'accès d'e-web, il est forcément facturé et la signature électronique, elle est facturée aussi, quoi. D'accord. Et en cas de rejet, là, parce que alors moi j'en étais restée, moi j'avoue les prélèvements, on était relativement, je pense, un peu en avance, on en avait. Après, au moment où ça s'est un peu mis en place de façon plus générale, on a eu ce souci là entre l'histoire, c'est une incompréhension entre le fait que ce soit récurrent ou pas et tout ça, donc ça a foutu un peu Oui, de ça, faut bordel. bien le caler au moment de la bascule. Ouais. Alors, j'ai pas le flux en tête, mais il me semble que sur le support, on avait fait une petite doc qui expliquait en cas de rejet par où il fallait passer pour rétablir entre guillemets, le prélèvement en chèque, par exemple. Ouais. Donc j'irai voir sur la doc, quoi. Parce que alors, moi j'avoue que les prélèvements, du coup, Tu peux la retrouver? c'est une galère. Je demande à Atman en parallèle, parce que comme c'est lui qui avait dû rédiger la doc. D'accord. Ok. Bah ouais, je sais que j'avais vu avec lui justement pour ce problème de rejet, là on a eu pas mal de soucis. Oui, quand vous faites si vous utilisez les prélèvements, si vous avez déjà les prélèvements et qu'on bascule sur Divalto, faire bien attention à la reprise correcte des données, et entre autres ce qu'on appelle la RUM, parce que sinon ça peut poser des petits soucis. Ouais, aussi, ça. Ah ouais, non, ça a Et été. voilà, on a appris de ces quelques. Nous, là-dessus, on a pris du finalement, on a régressé, quoi. Au moment de la mise en place. On avait un système et tout, et là maintenant, bon, enfin bref, c'est pas grave, c'est notre problème. Mais bon, c'est intéressant, puis ça va dans le bon sens, hein, c'est clair. Bon, mais merci beaucoup. Bon, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous libère. Et puis ben voilà, hein, tout ce qui est, si vous avez des interrogations sur toutes ces choses-là, vous pouvez revenir vers moi. Sur les parties IBAN Secure, SMS, e-paiement, discutez-en en interne avec vos collègues, vos responsables, vos clients et autres. N'hésitez pas à me faire un retour. D'ailleurs, même si c'est quelque chose qui ne vous intéresse pas, au moins comme ça, on a un retour et c'est aussi intéressant de savoir ce qu'il en est. Et puis, fonction des retours, on avancera. Ce document sera disponible courant de l'après-midi ou demain directement sur le site du support, comme d'habitude, et puis l'enregistrement de la visio également.